Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter un nouveau chapitre qui concerne la validation dans Xtext. Donc, comme vous voyez, ce chapitre est composé de deux parties. Une première qui concerne la validation dans Xtext et on verra par la suite les deux possibilités pour implémenter ces validateurs. Donc, la possibilité d'utiliser les validateurs par défaut qui sont offerts par Xtext. Et aussi, on a la possibilité de personnaliser nos propres validateurs et cela conformément à la sémantique qu'on veut donner à notre DSL. La deuxième partie concerne les quick fix. Donc, les quick fix, ce sont quoi? Ce sont tout simplement des solutions de problèmes rapides qu'on peut offrir à l'utilisateur au moment de l'édition de son code et bien sûr qui se basent sur la validation déjà définie. D'accord? Puis, on verra les deux moyens pour définir un quick fix, donc la modification textuelle et puis la modification du modèle. Donc, quel modèle? C'est tout simplement le modèle, notre métamodèle qui est généré automatiquement à partir du DSL défini. Donc, la vérification, c'est quoi? C'est tout simplement un mécanisme, donc déjà qui est lié à l'éditeur de texte. Donc, les éditeurs de texte qui sont générés automatiquement à partir de votre DSL. Et puis la vérification ou bien la validation consiste à vérifier les règles qu'on implémente et qu'on veut que l'utilisateur respecte au moment de l'édition ou de l'écriture de son code. Et cela donc fournit un feedback immédiat à l'utilisateur et donc un moyen pour lui aider à écrire son code d'une façon correcte sans passer ou bien avant même de passer à la phase de compilation et aussi à la phase du parsing. Les quick fix, c'est quoi? C'est tout simplement des fonctions rapides ou bien des solutions qui correspondent bien sûr à ces erreurs ou bien ces avertissements générés par les validateurs et qui proposent des solutions rapides à l'utilisateur pour corriger son code. Donc ça, c'est l'objectif de ces deux mécanismes, la validation et les quick fix. Donc la validation est une fonctionnalité normalement qui se fait avant le passing, c'est-à-dire avant la compilation de votre code. Et dans Xtext, ces contraintes de vérification sont implémentées à l'aide d'un validateur qui est un concept dérivé de son correspondant dans VMF. Donc on va utiliser déjà les fonctionnalités héritées du framework EMF. Maintenant, on va passer au premier validateur par défaut offert ou bien proposé par Xtext, c'est ce qu'on appelle la référence croisée. Donc, si on revient à notre DSL qu'on a créé, donc l'élément entité ou bien la règle grammaticale entité est définie de cette façon. Donc, entité, un mot-clé qu'on va utiliser au niveau de l'éditeur de texte, un attribut name de type ID, et puis donc le mot-clé extend est l'attribut super entité qui fait référence à une entité, c'est-à-dire un élément de type entité. Donc cette expression est facultative. Donc vous voyez ici l'emploi du point d'interrogation. Et bien sûr, entre les deux accolades, on a des attributs, donc la présence du étoile, donc des attributs de 0 à plusieurs de type attribut. Donc attribut sur une autre règle grammaticale qu'on a définie. Maintenant, au niveau de l'éditeur, si on cherche ou bien on essaye d'écrire une entité de cette façon-là, donc entité A, extend B. Donc à ce moment-là, le validateur par défaut d'Xtext va détecter une erreur. Donc quelle erreur? C'est qu'on fait référence à une entité qui n'existe pas. Donc vous voyez ici le marqueur d'erreur, pardon ici, donc le marqueur d'erreur, et puis le message d'erreur affiché. Couldn't resolve référence to entité B. En plus de ça, ce validateur offre donc un quick fix donc, qui propose à l'utilisateur de changer le nom de P, de l'entité P, en nom A. Parce que pour ce cas-là, donc on a une seule entité qui est définie, c'est l'entité A. D'accord?
Donc ce contrôle de référence est effectué par l'un des validateurs par défaut, donc fourni par Xtext. Donc on peut essayer ceci, donc entité A par exemple, ou bien objet. Donc pas de problème, mais si je vais essayer d'étendre cette classe ou bien cette entité en faisant référence à une entité qui n'existe pas, donc là, vous voyez, j'ai la présence de ce marqueur d'erreur, donc qui va m'aider donc à détecter cette erreur-là, donc avant même de passer à la compilation. Donc le message d'erreur, c'est quand l'utilisateur de référence sur entité OBJP, et puis la proposition d'un quick fix. Donc une solution qu'il propose, parmi les solutions, bien la seule solution qu'il propose, c'est de tout simplement renommer donc le nom de objet P par objet A. Maintenant, je vais essayer de déclarer un autre objet, objet C, une entité. Je reviens à mon code pour voir les quick fix proposés. Donc, il a détecté qu'on a deux instances de type entité, donc l'instance objet C et l'instance objet A. Et puis, on n'a pas d'objet P, donc ce qu'il nous propose deux solutions, soit de renommer, mais de convertir objet P en objet A, ou bien en objet C. Donc ça, c'est l'objectif du premier validateur, donc c'est le validateur qui concerne les références croisées. Un deuxième validateur par défaut offert par Xtext, c'est le names are unique. Donc le rôle de ce validateur, c'est tout simplement de vérifier si au niveau d'un code, donc édité par l'utilisateur, on n'a pas deux éléments qui portent le même nom. C'est-à-dire quoi? Je ne dois par exemple pas trouver deux entités qui portent le même nom, mais je peux trouver une entité qui prend un nom et un attribut par exemple qui prend aussi le même nom. Donc ce cas-là, donc on ne va pas signaler ça comme une erreur parce que j'ai deux entités ou bien deux éléments qui sont différents mais qui peuvent prendre le même nom. D'accord? Si je prends le cas de ce code-là, donc j'ai l'entité 1. Et puis si j'essaie de définir une autre entité qui porte le même nom, donc là, vous voyez donc le marqueur d'erreur. Donc génération d'erreur pour dire quoi? Duplicate type 1. Donc une erreur, un message d'erreur donc signalé pour les deux entités. Même chose, si je tente de déclarer ou bien de définir deux attributs qui portent le même nom, mais qui sont définis au niveau de la même entité, aussi j'aurai une erreur. Donc i int et i left. Donc duplicate attribute i, une entité p, la même chose pour le deuxième attribut. Mais si je vais définir deux attributs qui portent le même nom, mais qui sont définis au niveau de deux entités différentes, à ce moment-là, donc je n'aurai pas d'erreur. Donc ici, voilà. Donc le name. Donc comment je vais activer tout d'abord ce validateur? Donc c'est tout simplement dans le fichier. Voilà, donc le workflow generate objet MW2. Donc c'est au niveau là que je peux activer ce validateur par défaut. Donc par défaut, il est en commentaire. Si je veux l'activer, tout simplement, je vais prendre celle-là. Je vais donc supprimer le commentaire et puis je dois réexécuter à nouveau ce workflow. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Que j'active donc l'appel à cette classe. Donc la classe name are unique, donc étant abstract déclaratif validateur. Donc là vous avez le code qui vous permet de faire cette vérification, c'est-à-dire d'empêcher deux éléments qui sont du même type d'avoir le même nom.
Donc on revient maintenant à notre présentation. Maintenant, on a aussi la possibilité de définir nos propres validateurs. Et là, on parle de validateurs personnalisés et ils sont utiles lorsqu'on veut donc ajouter de la sémantique à notre DSL. Donc pour définir un validateur personnalisé, donc ça c'est fait par une classe extend qui génère automatiquement dans le package de validation. Donc c'est au niveau de ce package. Donc or extend exemple objet validation. Donc normalement le nom de mon DSL était objet. Donc si vous avez utilisé par exemple le nom entities ou bien entité, donc vous allez le trouver donc au niveau de ce package. Donc c'est la classe objet validateur. Donc c'est la classe qu'on utilise pour définir nos propres validateurs. Et la validation se fait comment? C'est tout simplement en définissant une méthode annotée par l'annotation @check et en passant en paramètre le type qu'on veut examiner. D'accord? Si je prends maintenant l'exemple d'un validateur personnalisé qui va vérifier donc ou bien s'assurer qu'on n'aura pas un héritage en cycle entre les entités. Donc on peut tout simplement définir une méthode, peu importe le nom qu'il porte, mais le plus important c'est le type de paramètres qu'on va passer. Donc le mécanisme de validation va se faire comment? C'est au moment de l'édition du code, toutes les instances de type entité, donc Xtext va faire quoi? Il va lancer cette méthode-là. Donc bien sûr, elle doit être précédée par l'annotation @check. D'accord? Et donc pour toutes les instances de type entité, cette méthode donc, va examiner cette instance et voir donc, si elle respecte les règles qu'on définit, donc on n'aura aucune erreur ou bien avertissement, sinon donc elle va générer une erreur donc, qui correspond à la violation de la règle par cette instance. Maintenant, on va essayer d'examiner le code de cette méthode. Donc la première vérification qu'on fait, on va essayer de voir si cette instance a un super type ou non. Donc entité.getSuper entité, c'est égal à nul, c'est-à-dire quoi? Que l'entité n'a pas de classe mère. À ce moment-là, on va rien faire, donc on va sortir par return. Sinon, si l'entité a un super type, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Val visited entities, donc je déclare localement une collection en utilisant la méthode newHash7. Donc newHash7, c'est une méthode donc qui va nous permettre de créer une collection à partir, donc qui sera une collection normalement avec l'élément entité. Donc c'est une collection de type entité. Normalement c'est une collection générique. Ici j'ai passé une instance de type entité et par conséquent les éléments de cette collection sont de type entité. Maintenant, Visited Entities est une collection composée d'un seul élément, c'est l'instance courante. Puis déclaration d'une autre variable, current entité.superentité ou bien get super entité. D'accord? Donc cette super entité, donc c'est l'équivalent à l'appel à cette fonction, à ce getter, get super entité. Donc je donne à current quoi? Tout simplement, je lui donne le type de la classe mère de entité. D'accord? Donc current, maintenant, j'ai la classe mère de l'instance passée en paramètre. Je fais mon premier test. If visited entity.contains current, donc je fais une vérification. Si la classe mère fait partie des éléments de cette collection, cela veut dire quoi? Que j'ai détecté un héritage en cycle. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la méthode error. On vient par la suite à cette méthode. Donc c'est une méthode qui va déclencher une erreur, donc qui prend, normalement on verra par la suite que la méthode error a plusieurs versions. Dans ce premier cas, on va utiliser la version qui prend deux paramètres. Donc le premier paramètre,
c'est une chaîne de caractères, donc c'est le message d'erreur qu'on va afficher à l'utilisateur. Donc par exemple, sec linéaire chez of entité, suivi de quoi? Current.getName. Donc current, qu'est-ce qu'on nous avons mis quoi? Nous avons mis la classe mère de l'instance passée en paramètre. D'accord? Dans le deuxième paramètre, on met quoi? Normalement, on met l'élément de notre métamodèle qui correspond bien sûr à notre DSL qui a fait l'objet à cette erreur. Donc ici, j'ai entité.get super entité. Donc c'est la méthode au niveau de mon DSL qui m'a permis de vérifier normalement cette règle. Et puis son équivalent au niveau du métamodèle, c'est normalement c'est celui-là. Donc c'est la méthode ou bien l'élément get entité super entité qui sont tous définis au niveau de la classe object package. D'accord? Donc on affiche ce message d'erreur et on sort. Sinon, donc si la classe mère ne fait pas partie aux éléments ou bien à la collection des éléments qu'on a au niveau de Visited Entities, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter cette classe à cette collection. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher ces current, c'est la classe mère à une autre classe. Et on continue à faire donc, cette vérification jusqu'à ce qu'on trouve pas, ou bien jusqu'à ce qu'on arrive à la classe mère de toutes les classes, donc pour cette instance. D'accord? Maintenant, je reviens à la classe object package. Donc, vous voyez ici, avant cela, pour vous dire pourquoi on cherche normalement à l'élément. Voilà, je vais ouvrir ici. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez ici, donc au moment de la définition de notre DSL, donc Xtext va faire quoi? Va générer automatiquement un métamodèle qui correspond à notre DSL. Donc, nous, pour l'entité, on a cherché quoi? Donc, l'équivalent de la classe, de la méthode, pardon, get. Voilà, c'est au niveau de cette méthode. Voilà, c'est ça. Get super entité, donc son équivalent au niveau de la classe object package. C'est une classe qui est définie au niveau de quel package? C'est objet. Voilà. Donc ça se trouve au niveau du répertoire SLShen, donc ce qui concerne le code généré à partir du DSL défini. Et donc voilà, dans le package objet, on a quoi? Donc on a la définition des différents éléments de notre métamodèle. D'accord? Dans la classe object package, donc on a ici la définition des éléments qui correspondent aux différents éléments de notre modèle. Donc à savoir qu'ils soient de e-class, e-attributes, e-références, e-méthodes, etc. Donc ce qu'on cherche ici, c'est get, voilà, c'est get entité super entité. Donc c'est l'élément qui a fait l'objet de notre vérification. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on a passé ici comme deuxième paramètre à la méthode erreur. Donc pour la méthode erreur, voilà. Donc comme vous voyez, donc c'est une méthode qui a plusieurs versions, que ce soit pour erreur ou bien pour warning, qu'on verra par la suite. Donc erreur est utilisée pour signaler une erreur et warning est utilisé pour signaler un avertissement. Donc ils ont la même signature. Donc la première version de ces méthodes-là prend deux paramètres en entrée, une chaîne de caractères string, donc qui affiche le message d'erreur, personnalisé par l'utilisateur bien sûr. Deuxième paramètre, c'est un paramètre normalement qui concerne le type de l'élément qui a fait l'objet à cette erreur ou bien à cet avertissement. Et puis on a les autres versions qui prennent d'autres paramètres. On verra par la suite l'utilisation de certaines de ces erreurs normalement pour nous aider à définir les quick fix correspondants.
Donc on continue la présentation. Maintenant, un autre validateur qu'on va ici, voilà, donc, pardon, ça c'est un rappel sur la méthode erreur, donc les deux paramètres qu'on a utilisés. Et pour ici, le type du métamodèle utilisé, j'ai deux possibilités, soit d'utiliser donc la méthode l'instance statique, donc c'est instance qui est un attribut statique de la classe objet package, et puis je donne directement mon nom de l'élément, dans notre cas entité super entité, ou tout simplement utiliser l'interface literals. Literals, c'est une interface interne à object package, et puis je donne le nom de l'élément qui a fait appel à cette erreur. Donc vous voyez ici donc un exemple. Donc je vais écrire par exemple ici. Donc je suppose que je vais remplacer maintenant cette classe par C. Donc maintenant on n'a aucune erreur, mais si je tente maintenant de définir object C comme étant une classe ou bien une entité qui étend l'entité objet A, donc vous allez voir qu'on aura une erreur. Ah, pardon, j'ai mal écrit. Donc c'est objet A. Voilà. Donc vous voyez les deux marqueurs d'erreur qui sont signalés, donc que ce soit pour objet A ou bien objet C. Donc on a ici, normalement on a fait quoi? On a défini ou bien violé une règle qui nous interdit de définir ou bien faire une hiérarchie au niveau de l'héritage. Donc vous voyez ici donc, le message d'erreur qu'on a personnalisé, c'est une hiérarchie of entité objet C. Donc le même message qu'on va avoir avec cet élément, c'est une hiérarchie of entité objet A. Maintenant, on passe à un nouveau, mais un autre validateur personnalisé. Donc, c'est un validateur qu'on va définir pour respecter une convention de nommage. À ce moment-là, donc, on ne parle pas d'erreur, mais on parle d'avertissement. Et puis, comme vous le savez, donc un message ou bien un code qui n'a pas d'erreur, mais qui a des avertissements, est considéré comme un code valide. Les avertissements, normalement, on peut les utiliser pour améliorer le code écrit et édité par l'utilisateur. Donc, la convention de nommage qu'on va adopter est la suivante. Pour le nom d'une entité, il doit commencer par une lettre en majuscule. Donc, on va, si vous voulez, donc utiliser ou bien respecter la convention de nommage utilisée par Java. Et pour le nom d'un attribut, il doit être en minuscule. Donc, si l'utilisateur ne respecte pas ces conventions, un avertissement est déclenché. D'accord? Donc, le programme est considéré comme valide pour implémenter cela. Donc, nous définissons les méthodes suivantes dans la classe objet validateur. Donc, on a deux règles ici. Donc, il faut définir quoi? Il faut définir tout simplement deux méthodes qui vont implémenter cette contrainte de vérification. Donc, pour la première méthode, donc c'est toujours une méthode ou bien des méthodes qui doivent être précédées par la notation @check. Donc, pour cette première qui va vérifier que le nom d'une entité doit commencer par une lettre en majuscule, donc je dois passer quoi? Je dois passer un paramètre de type entité pour que la fonction soit déclenchée pour toutes les instances de ce type-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, si entité.name, donc je récupère, c'est normalement une .name, c'est la syntaxe textuelle, c'est l'équivalent, bien ça correspond au getter get name. Donc, qui retourne une chaîne de caractères. .char add 0, donc je fais quoi? Donc, ça retourne un caractère. Donc, le premier caractère de quoi? De cette chaîne de caractères qui est équivalente au nom de l'instance courante, ou à l'entité courante. D'accord? Maintenant, pour ce caractère, j'appelle la fonction lowercase. Donc, lowercase, c'est une fonction qui retourne un booléen. Donc, is lowercase, donc je peux écrire directement, ou bien je peux
simplifier l'écriture, donc en utilisant ou bien en écrivant tout simplement lowercase. C'est-à-dire quoi? Si le premier caractère du nom de l'entité ou bien de l'entité courante et n'est pas minuscule, n'est pas en majuscule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher donc un message d'erreur. Et cela en passant bien en faisant un appel à la méthode warning. Donc il a la même signature que la méthode erreur. Donc je passe un message d'erreur, c'est ce que l'utilisateur va voir. Donc entity name should start with capital. Et puis le deuxième paramètre concerne quoi? Concerne donc le type de l'élément EMF qui a fait objet à cet avertissement. Donc j'ai entité.name. Donc c'est getName, c'est la méthode getName. Donc j'appelle object package et instance.typeName ou bien getTypeName. D'accord? Même chose ici. Si je veux vérifier qu'un attribut, donc attribute name starts with lowercase. Donc un attribut doit commencer par une lettre en minuscule. Donc la même chose, attribute.name, char à 0.uppercase. C'est en majuscule, donc c'est un booléen. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclencher un avertissement en appelant la fonction warning. Donc le premier paramètre, donc c'est le message d'erreur que je vais afficher, attribute name should start with a lowercase. Et puis le deuxième paramètre, donc c'est le type EMF qui a fait objet à cet avertissement. Donc attribut c'est notre instance courante, .name c'est la méthode getName. Normalement getName c'est le nom name de l'attribut. Donc on va donc passer ici. D'accord? Vous voyez ici l'utilisation de lowercase et uppercase. Normalement ce sont des méthodes statiques de la classe caractère. Donc on peut utiliser en faisant quoi? En faisant une importation statique de ces méthodes pour les utiliser comme méthode, comme étant des méthodes d'extension pour les caractères qu'on va récupérer après l'appel à cette fonction char at 0 par exemple. D'accord? Maintenant, ici, attribut name, pourquoi on n'a pas utilisé entité name? Donc, pour répondre à ça, donc on va passer voilà, à notre métamodèle. Donc avant cela, au niveau de la classe Object Package, on a pour l'attribut, donc voilà, donc on a la méthode getAttributeName, donc c'est la méthode qui retourne le nom d'un attribut. C'est ce qu'on a utilisé ici. Donc c'est AttributeName, c'est l'équivalent de getAttributeName. D'accord? Pour le cas de l'entité, est-ce qu'on a une méthode qui retourne le nom de l'entité? Normalement, on doit trouver quelque chose de ce genre-là, get entité name. Mais si on inspecte donc, les différentes méthodes de cette classe, on ne va pas trouver. Qu'est-ce qu'on va trouver? C'est tout simplement cette méthode getTypeName. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau de notre métamodèle, qu'est-ce qu'on a défini? On a défini que type est une règle grammaticale qu'on peut donc spécialiser en définissant deux nouveaux types, type def et entité. D'accord? Et pour le nom, donc c'est un attribut qui est défini au niveau de la classe mère, c'est-à-dire au niveau de type. Donc name est défini au niveau de type et non pas au niveau de type def et non plus au niveau du type entité. C'est pour cela que au niveau de la classe Object Package qu'on a donc la méthode getTypeName, d'accord, qui est une méthode héritée par les deux sous-types entité et type def. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on a utilisé type name ou bien type name. Maintenant, si on veut essayer bien bénéficier de validateurs que nous venons de définir, donc je vais déclarer une entité. Je vais appeler par exemple objet 1. Donc on n'a pas de problème. Maintenant, si je vais mettre ça en minuscule,
vous voyez donc l'apparition d'un avertissement. Donc, ce marqueur d'avertissement, et puis le message d'erreur que j'ai, entity name should start with au capital. Donc elle a pu détecter que l'objet ou bien le nom de l'objet donc doit commencer par une lettre en majuscule. Je ferai la même chose pour les attributs. Donc, type def, int, et puis à l'intérieur, je vais déclarer un entier. Par exemple, int de type int. Pas de problème. Mais si je vais utiliser int comme ça, donc j'ai aussi donc, le marqueur d'avertissement. L'erreur, c'est quoi? Bien l'avertissement, c'est quoi? Attribute name should start with a lower case. D'accord? Quels sont... Voilà, donc c'est un exemple aussi qui met en évidence ces deux validateurs que nous venons de définir. Puis, un autre type de méthode qu'on peut utiliser, c'est la méthode info. Donc, c'est le même principe qu'avec celui des deux méthodes erreur et warning. Donc, la méthode info ne concerne pas les erreurs ou bien les avertissements, mais c'est tout simplement une méthode qu'on peut utiliser pour donner un message à l'utilisateur. Par exemple, si je veux définir donc la méthode check no capitalized entity name, c'est-à-dire quoi je veux vérifier si les noms des entités ne sont pas en majuscule. Normalement, c'est pas une erreur. Et en plus, normalement, ça respecte la convention de nommage. Donc l'entité, le nom de l'entité commence par une majuscule. Mais si je ne veux pas qu'elle soit que tous les lettres soient en majuscule, donc je peux afficher un message d'information. D'accord? Donc il a aussi la même signature que erreur et warning. Donc on passe comme premier paramètre donc le message d'erreur qu'on va afficher, comme deuxième paramètre donc le type de l'élément EMF qui a fait objet à cette violation de règles si vous voulez. Donc je peux examiner ceci au niveau de mon entité. Donc je vais essayer de la mettre donc en majuscule. Vous voyez la présence de ce i. C'est le marqueur qui concerne les informations. Et puis je peux afficher, bien voir le message affiché à l'utilisateur. Donc it's better to don't capitalize the entity name. Voilà.